En 1936, le temps n'est pas au parlementarisme. Alors que le fascisme est aux portes du pouvoir en France, une alliance des partis de gauche voit le jour et permettra pour un temps du moins de mettre en place une politique de réformisme social avant que le pays ne sombre dans la collaboration pendant la guerre. Pour comprendre comment le Front populaire s'est formé, il faut revenir à la situation politique du monde et de la France dans les années 30. Issue de la crise américaine de 1929, une grave crise économique touche la France en 1931. Moins importante qu'aux États-Unis, elle dure cependant plus longtemps. Le chômage explose et les Français croulent sous les charges. S'ajoute à cela une montée des extrêmes. Mussolini et Staline consolident leur emprise sur leur pays, Hitler obtient les pleins pouvoirs et Dollfuss devient dictateur en Autriche l'année d'avant. De plus, de nombreux scandales politico-financiers surviennent en France dans les années 30, dont l'affaire Stavisky. Stavisky était un escroc ayant détourné des millions de francs, il aurait été couvert par des politiques. Le 8 janvier 1934, il se suicide, mais l'affaire devient nationale car certains soupçonnent que l'escroc a en fait été tué pour étouffer l'affaire. Sont notamment pointés du doigt les éminents du Parti radical, parti de centre-gauche alors majoritaire à la Chambre des députés et dans le gouvernement. L'on peut citer Camille Chotan, alors Premier ministre, son beau-frère dirige le parquet et aurait repoussé 19 fois le procès de Stavisky. Après une campagne de presse et de manifestations notamment menée par l'Action française, une ligue et un journal d'extrême droite, le gouvernement de Camille Chotin est contraint de démissionner le 28 janvier 1934. C'est le 5e gouvernement à s'effondrer depuis les législatives de 1932. Le président Albert Lebrun nomme Édouard Daladier nouveau Premier ministre. Également membre du Parti radical, il forme un gouvernement de centre-gauche qui comprend des membres de l'ancien cabinet. Bien évidemment, une dynamique est lancée à droite et les manifestations ne vont pas s'arrêter, au contraire, elles s'intensifient. Certains groupes d'extrême droite prônent l'antiparlementarisme, la dictature. Pour ne rien faciliter, le 3 février 1934, le préfet de police Jean Chiappe est démis de ses fonctions par Édouard Daladier. Il est accusé par la gauche d'être complice de l'affaire Stavisky, mais il est très apprécié à droite, qui elle accuse le Premier ministre de l'avoir limogé car c'était les conditions posées par les socialistes pour s'assurer de leur soutien. Le limogeage du préfet est vu par certaines ligues d'extrême droite comme le lancement d'une révolution d'extrême gauche. L'affaire Stavisky, le limogeage du préfet et la crise poussent la droite à manifester. Le 6 février 1934, le nouveau gouvernement de Daladier doit être présenté à l'Assemblée nationale. Ce dernier se rend au Parlement pour le vote de confiance afin que les députés valident la légitimité de son nouveau gouvernement. C'est ce même jour que des ligues d'extrême droite et des groupes d'anciens combattants ou d'autres groupes plus ou moins engagés décident de se réunir place de la Concorde pour manifester. Même si une bonne partie des manifestants étaient d'appartenance à un groupe ou une idéologie antiparlementaire ou fasciste, il faut bien comprendre que le cadre de ces manifestations dépasse le simple clivage gauche-extrême droite. Il s'agit d'un point de rupture entre une partie du peuple et un gouvernement accusé de pourri suite aux divers scandales. Certains affirment d'ailleurs qu'un bon nombre de communistes ou de personnes plus modérées étaient présentes le soir du 6 février. Le 6 au soir, après une marche qui débute à l'hôtel de ville, des milliers de manifestants sont présents non loin du Palais Bourbon, et certains, notamment l'Action française, ont la ferme intention d'envahir celui-ci. Très vite, les manifestations dégénèrent, des bus sont incendiés et des combats de rue éclatent. Certains manifestants sont armés, la police débordée ouvre le feu et tue plusieurs d'entre eux. Le bilan est dramatique. Des centaines de blessés et 12 morts sont déclarés par la commission d'enquête créée à la suite de la manifestation. Nombre de victimes porté à 18 selon certains groupes présents sur place. Le lendemain, Daladier n'a d'autre choix que de démissionner, lui et son gouvernement, soit à peine 8 jours après sa formation. Un nouveau gouvernement de droite est alors formé avec comme Premier ministre l'ancien président Doumergue. Également membre du Parti radical qui forme la majorité, il se tourne cependant vers la droite et forme un gouvernement d'union nationale. On peut d'ailleurs noter dans ce nouveau gouvernement la présence de Philippe Pétain pour la première fois à un poste ministériel. Voilà le cadre politique dans lequel évolue la France dans les années 1930. La crise économique, les scandales politiques, le fascisme en Europe et une tentative de coup d'État par des ligues d'extrême droite. Car là était bel et bien l'objectif des Camelots du Roi, sorte de réseau de militants de l'Action française. Cette crise du 6 février est donc interprétée par les partis de gauche comme une tentative de coup d'État. Des manifestations prennent peu à peu forme pour contester les mouvements d'extrême droite. La réaction ne passera pas! Vive la République des travailleurs! À l'époque, les forces de gauche sont les suivantes.
La SFIO, futur parti socialiste, la SFIC, futur parti communiste, et le parti radical, centriste, tantôt penché à gauche, tantôt à droite. Ces manifestations lancées par la gauche mèneront bientôt au Front populaire, mais il faut bien comprendre les dissensions qui pèsent entre ces partis politiques pour se rendre compte d'à quel point l'union est inédite. Pour comprendre, il faut revenir quelques années auparavant lorsque l'Union sacrée est déclarée par Poincaré au lendemain de la déclaration de la Première Guerre mondiale. Les partisans de cette union se mettent d'accord sur une politique commune et sur l'entrée en guerre de la France. Alors que les socialistes ne sont pourtant pas favorables à une guerre et prônent le pacifisme, la mort de Jean Jaurès et les Français dans la rue vont convaincre les socialistes de laisser tomber les dissensions au profit d'une vague de patriotisme. Mais alors que cette parenthèse patriotique devait être temporaire, la guerre s'installe et de plus en plus de syndicalistes et de socialistes s'opposent au conflit. Un écart se creuse au sein même du Parti socialiste entre ceux qui soutiennent encore l'union sacrée et les autres qui réclament la fin de la guerre. De plus, après la révolution bolchevique en Russie, l'Internationale socialiste, une organisation créée dans le but de coordonner les mouvements ouvriers dans toute l'Europe, laisse place à l'Internationale communiste, beaucoup plus autoritaire et moins réformiste. Le Parti socialiste français, donc la SFIO, était membre de cette internationale socialiste. Mais lorsque cette troisième internationale ou internationale communiste voit le jour, les conditions d'admission sont beaucoup plus rudes. Les membres réformistes et centristes sont écartés et n'ont plus leur place au sein de l'organisation. Lors du congrès du Parti socialiste à Tours en décembre 1920, celui-ci est divisé en 3 groupes. Ceux qui souhaitent rejoindre l'internationale communiste, c'est-à-dire les frondeurs, ceux qui veulent rejoindre l'internationale communiste sous certaines conditions, et ceux qui ne souhaitent pas rejoindre l'internationale communiste, c'est-à-dire les socialistes qui ont soutenu l'union sacrée. Les débats sont houleux, mais le résultat est évident, le parti est fracturé. Il va se diviser en 2. C'est alors qu'est créée la SFIC, futur parti communiste, qui se scinde de la SFIO, futur parti socialiste. Lors de la formation du Front populaire, donc en 1936, les socialistes et communistes sont adversaires depuis la scission. Quant au Parti radical, il s'est rallié à la droite après les événements du 6 février 1934 et est donc mal vu par les socialistes. Cette explication est largement simplifiée, mais elle permet de comprendre qu'au moment de la formation du Front populaire, les partis de gauche sont largement opposés. On a donc au sein de la gauche 3 partis, les communistes, soutiens de l'Union soviétique, révolutionnaires et opposés aux socialistes depuis la scission, les socialistes, opposés aux communistes depuis la scission et opposés aux radicaux depuis l'alliance avec la droite, et le Parti radical en alliance avec la droite depuis la formation du gouvernement Doumergue après les événements du 6 février 1934. Tout ça sans évoquer les discordes de l'ancienne Union des gauches. Une situation donc bien conflictuelle à gauche, mais les événements du 6 février sonnent comme le glas pour la République. Les mois suivants voient alors des manifestations et des comités antifascistes se développer. Les militants de la SFIO et du Parti communiste défilent dans les rues. D'abord indépendamment, ils finissent par se rejoindre et demander l'alliance de leur parti. Et même si l'union semble impossible, le secrétaire général du Parti communiste, Maurice Thorez, appelle à l'union avec les socialistes le 26 juin 1934, puis plus tard à l'union avec les radicaux. Communistes et socialistes signent par ailleurs un pacte d'action antifasciste le 27 juillet 1934. Cette proposition du Parti communiste est inédite, puisqu'alors engagés dans la lutte des classes, ils appellent à l'union des classes moyennes et à l'union d'un parti radical qui pourtant penche à droite. Si le Front populaire est en marche entre communistes et socialistes, il faudra du temps pour qu'il soit rejoint par les radicaux, hostiles au Parti communiste. Cependant, l'aile gauche des radicaux fait pression. L'union est de toute façon en marche et le comité exécutif des radicaux décide de participer à la manifestation unitaire du 14 juillet 1935. Défilant avec les syndicats et les autres partis de gauche, les radicaux rejoignent l'union. Ils décident par ailleurs de se mettre d'accord sur un programme commun pour les législatives de 1936. Ce programme est alors modéré, les partis se mettent d'accord sur un système de désistement au second tour mais défendent leur candidature au premier. Il n'y a pas de candidature unique. Et si l'on parle aujourd'hui de ce Front populaire, c'est que les élections sont un succès. La gauche s'en sort avec 386 sièges sur 608, une majorité absolue pour le Front populaire donc, avec pour la première fois un Premier ministre socialiste, Léon Blum. On peut également noter une nette évolution du Parti communiste. Alors il faut préciser que la gauche était déjà majoritaire en 1932. C'est l'action de l'union et du programme commun qui est le réel caractère exceptionnel. La majorité est donc absolue pour le Front populaire, mais pas pour les partis. Les socialistes sont majoritaires, arrivent en second les communistes, puis les radicaux qui jouent cependant le rôle de pivot, car s'ils décident de pencher à droite comme ils l'ont déjà fait, le Front populaire n'a plus de majorité.
Léon Blum décide alors pour conserver l'Union que le programme du Front populaire sera respecté, ni plus ni moins. Le 4 juin 1936, le gouvernement de Blum est formé. Quelques heures plus tard, M. Léon Blum vient présenter au chef de l'État les membres de son cabinet, parmi lesquels on compte, pour la première fois en France, 3 femmes ministres. Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève. Il signe dans la nuit du 7 au 8 juin les accords de Matignon suite à une vague de grèves qui se sont déclenchées après les élections. Sorte de grève d'espoir, les travailleurs demandent la mise en place immédiate du programme. Ces accords de Matignon mènent à la création des conventions collectives, la création des délégués du personnel, la liberté syndicale et une hausse des salaires. Le Front populaire permet aussi la naissance des congés payés. Pour la première fois, les travailleurs français peuvent prendre 2 semaines de repos dans l'année. Mais il ne faut pas oublier la semaine de travail de 40 heures, réduisant de 8 heures le temps de travail hebdomadaire des Français. Réforme qui est cependant contestée puisqu'elle ne s'étend pas aux agriculteurs et est considérée comme un gouffre économique. Elle sera d'ailleurs abrogée à la chute du Front populaire. On peut aussi noter la création de nouveaux ministères comme celui des sports, l'école devient obligatoire jusqu'à 14 ans, bref, la culture et les sports sont largement développés. Enfin, l'on peut citer la présence des premières femmes à siéger dans un gouvernement français. Elles sont au nombre de 3 et n'ont pourtant pas encore le droit de vote, mais occupent la haute fonction gouvernementale de haut secrétaire d'État. Alors c'est une avancée symbolique, mais la misogynie ambiante de l'époque reste présente. Tout semble aller pour le mieux, mais le Front populaire ne parvient pas à redresser le pays embourbé dans la crise qui s'éternise depuis 1931. La hausse des prix annule la hausse des salaires, le franc est dévalué et Blum doit mettre en pause la vague de réformes prévue. L'opposition se renforce rapidement et le Front populaire commence à flancher. Mais si on parle de la chute du Front populaire, il faut aussi parler de la campagne médiatique d'opposition de l'extrême droite. Par exemple, Blum, de confession juive, est largement victime d'antisémitisme. Il est d'ailleurs insulté dès sa prise de fonction par Xavier Vallat, député de droite, futur membre du régime de Vichy. L'exemple le plus probant de l'effet de cette campagne médiatique est celui de Roger Salengro. Alors ministre du Front populaire, il était déjà victime dans les années 20 de campagnes de presse virulentes l'accusant d'avoir déserté lors de la Première Guerre mondiale. Mais ces attaques de l'extrême droite s'intensifient largement en 1936 lorsqu'il est ministre. Il devient la cible privilégiée de quotidiens d'extrême droite comme l'Action française ou Gringoire. On le présente comme un alcoolique, on vient même jusqu'à profaner la tombe de sa femme morte d'un cancer. Et même si les accusations dont il est victime sont jugées infondées par une commission d'enquête, les attaques continuent et Salengro, ne supportant plus la réputation qui lui est donnée, met fin à ses jours le 17 novembre 1936. Il laisse une lettre à Blum dans laquelle il déclare « J'ai lutté de mon côté vaillamment, mais je suis à bout. S'ils n'ont pu réussir à me déshonorer, du moins porteront-ils la responsabilité de ma mort, car je ne suis ni un déserteur ni un traître. » Bref, la campagne de presse anti-Front populaire prit une ampleur sans précédent. Combinée à la situation économique, au développement du fascisme partout en Europe et donc à une opposition d'extrême droite de plus en plus virulente, Blum démissionne en juin 1937 après que le Sénat ait refusé de lui accorder les pleins pouvoirs financiers. 2 gouvernements du Front populaire sont reformés, l'un par Camille Chotin et l'autre par Blum, mais l'asphyxie économique finit par tuer le Front populaire lorsque le nouveau gouvernement de Daladier mène une politique plus à droite, revenant notamment à la semaine des 48 heures, marquant la fin de cette période de réformisme social. Réussite sociale ou échec économique, le Front populaire aura cependant introduit des réformes historiques encore d'actualité aujourd'hui. Il reste un exemple à suivre pour les populations de gauche et le symbole d'une lutte unie contre le fascisme et l'extrême droite.